messieurs, j'ai le plaisir de vous accepter à bord du navire du professeur Méduse. On va partir à bord d'un sloop aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce que il se peut que lors de notre expédition, nous allions dans une zone qui est passablement dangereuse. Parlons géologie. Déjà, on va pas épiloguer 10 minutes. Évidemment, géologie, c'est la science de la Terre, de la création de roches, de la création de paysages, la modification de paysages en fonction du temps, en fonction de l'espace. Donc quelque chose qui a tout attrait au côté minéral de l'écosystème. Côté minéral, mais pas que, parce que dans le côté minéral, on pense évidemment cailloux, on pense rochers, mais il y a aussi évidemment plein de choses qui rentrent là-dedans, comme le mouvement des plaques tectoniques, le mouvement même sédimentaire. Donc c'est une discipline de l'océanographie qui est quand même relativement vaste et particulièrement importante, parce que même si elle ne se déroule pas forcément aux mêmes échelles que la biologie, en général les processus géologiques sont quand même très longs, eh bien ils vont avoir un impact énorme sur la façon dont les habitats et les écosystèmes sont organisés. Ça tombe bien, aujourd'hui nous commençons à l'avant-poste Daggertooth. On est dans une région qui s'appelle les Wilds, une région qui est très sauvage, une région qui est très minérale. Nous sommes donc sur Sea of Thieves, un jeu de pirates sur lequel nous faisons un peu ce que nous voulons. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Sea of Thieves, nous sommes dans un monde avec de l'océan et des îles. Voici la carte de Sea of Thieves et c'est une communication qui est faite par les développeurs. Sea of Thieves se place près de la Isla Mosquito, une vraie île dans les îles Vierges britanniques, dont Sea of Thieves, si il était dans le vrai monde, se trouverait ici, entre les îles Vierges britanniques et les Bermudes. Vous allez voir que cette localisation est très très importante et on va y revenir un petit peu après. Donc, si on revient justement sur notre carte, vous voyez qu'ici nous avons de l'océan, de partout. On est dans la région ici qui est au niveau nord-est de la carte, donc les Wilds. Nous avons une autre région qui est les Ancient Isles et une dernière région qui s'appelle les Shores of Plenty. Et on a ici le Devil's Roar, bien sûr, mais nous en parlerons plus tard. Qu'est-ce que c'est qu'une île, vous allez me dire? Parce que nous sommes ici pour parler cailloux, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est qu'une île? Eh bien, une île, comme vous le voyez, est une zone terrestre entourée d'eau. Et la différence avec des masses continentales, c'est que les masses continentales sont justement des continents. Eux aussi sont entourés d'eau, sauf que la composition de leur sol est très très différente des îles, et vous allez voir un petit peu après. Donc, une île, on va partir de ça, c'est une étendue terrestre relativement petite, comparativement à un continent, par exemple, qui est donc entourée complètement d'eau. Cette eau peut être de l'eau douce ou de l'eau marine, dépendamment de où se trouve l'île. Ce sont des îles océaniques dont nous parlons actuellement. En tout cas, c'est le postulat que nous faisons. Vous voyez que donc sur cette île, il y a donc du sable. Voilà, nous avons des arbres, nous avons de la terre, des feuilles, bien sûr. Et vous voyez qu'il y a quand même une forme de l'île où il y a une augmentation de la topographie, donc c'est-à-dire la hauteur par rapport à l'océan, plus on va vers le centre. Ça, c'est une information qui est intéressante, parce que ça nous dit peut-être des informations sur la façon dont l'île a été formée. Je veux aussi mettre un petit disclaimer sur le fait que nous sommes ici dans un exercice qui est un peu complexe, parce que nous ne sommes pas dans la réalité, et nous essayons d'extrapoler des choix de jeu, des choix de création vidéoludique, avec le prisme de la science. Ce qui veut dire que, de base, il y a des choses qui ne vont pas s'appliquer, parce que forcément, il y a des choix de game design qui ont été faits pour favoriser l'expérience du jeu pour les joueurs, et il y a des choses que nous allons forcément un petit peu pousser en dehors de la façon dont les développeurs les ont débloqués. Mais c'est intentionnel, c'est voulu. En fait, c'est ça, c'est qu'on va aller se poser la question, comment est-ce qu'une île est faite finalement? Parce que vous voyez qu'ici, sur Sea of Thieves, nous avons beaucoup de formations rocheuses qui dépassent de l'eau, qui sont plus ou moins, on va dire, piquantes. Vous voyez? Il y a ça. Donc, mon postulat, en tant que scientifique, parce que, écoutez, je suis peut-être océanographe, spécialisé en biologie, mais j'ai fait un petit peu de cours de géologie, même si c'est pas ma majeure, je peux poser des hypothèses que nous allons voir à affirmer ou non. Santorin, c'est la formation de la caldeira du volcan qui a créé le cratère marin. La caldeira est un cratère qui fait plus que 1 km de diamètre et qui se forme lors de un ou plusieurs effondrements verticaux du cratère. L'effondrement se forme durant une éruption. Lorsque la chambre magmatique se vide suffisamment, il peut arriver que la colonne de roche au-dessus de la chambre s'effondre dans la chambre. Donc c'est vraiment une histoire de dynamisme du volcan, quoi.
Parce qu'il y a évidemment plusieurs types de volcanisme. Chapreneuil vous l'expliquera bien mieux que moi, bien sûr. La caldeira, c'est le cercle qui constitue la falaise. C'est associé à des éruptions explosives. Ok, donc ça veut dire que ça explose et il y a un effondrement du cratère. Ok, je comprends. Le volcan qui s'effondre, donc ça forme un cercle ensuite, puisque la partie d'altitude du volcan s'est effondrée. Ok, très bien. Donc, on va voir justement, tu vas pouvoir nous aiguiller parce que toutes les îles de Sea of Thieves n'ont pas la même géologie, je pense. Donc, on va s'intéresser à ça, mais un petit peu après. Partons du postulat que Sea of Thieves, l'univers dans lequel nous jouons, se trouve dans cette région-là. C'est en plein triangle. Eh bien, je ne pense pas que nous soyons dans le triangle des Bermudes, le fameux triangle. Ou alors, disons que la mer des Sargasses, qui se trouve aussi dans cette région-là, est une inspiration pour les développeurs, parce que c'est une zone un petit peu magique. D'où le fait, je pense, que les développeurs aient voulu placer Sea of Thieves dans cette région-là. Partons aussi du postulat que Sea of Thieves est un jeu qui se déroule dans une époque contemporaine, donc évidemment dans le passé, à l'âge d'or de la piraterie, vers 1700, quelque chose comme ça, mais quand même contemporain. Parce que ce postulat nous permet de dire que la géologie est à peu près la même que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que évidemment, il y a des mouvements tectoniques, il y a des mouvements de volcanisme, donc on part du principe qu'on va rester avec la même géologie que dans le monde réel. Et ce postulat est important parce que sinon on pourrait extrapoler en disant que en fait, Sea of Thieves, c'est mettons dans l'Antiquité, ou même pas, c'est à la formation de la Terre, donc du coup on n'aurait aucune observation actuelle qui pourrait nous aider à essayer de définir notre système. Donc on va partir de ce principe-là. On va partir que Sea of Thieves est à l'époque contemporaine. En termes d'échelle, la carte que nous avions avant ne nous renseigne pas vraiment par rapport à ça. Parce que ça nous dit qu'on est entre la Isla Mosquito et Lower Bay. Bon, ça veut dire un peu tout dire, ça veut rien dire. Donc ça voudrait dire qu'on serait vraiment quelque chose qui serait localisé et pas vaste, comme ça. Donc, on va partir du principe que notre zone d'étude n'est pas toute cette région-là, mais cette région qui est par ici. Comme vous allez voir, il y a une différence majeure entre cette région et cette région. Comme on parle de géologie, eh bien vous allez me parler de plaques tectoniques. Donc avant d'aller plus loin, il y avait Chap qui nous a dit « Lors de l'effondrement dans la caldeira, cela crée aussi une augmentation brutale de la pression du magma dans la chambre, ce qui déclenche de très violentes éruptions. Ces volumes font souvent plusieurs kilomètres cubes de magma, c'est beaucoup, éjecté et peut atteindre plus de 1000 kilomètres cubes pour Yellowstone par exemple. Effectivement, c'est grand. Ici, c'est la carte des plaques tectoniques à l'échelle du monde. Donc, qu'est-ce qu'une plaque tectonique d'abord? Une plaque tectonique, c'est un ensemble, une formation géologique qui s'étend sur une très très grande surface, qui se déplace. C'est quelque chose qui est très dynamique sur la surface terrestre. Pourquoi? Tout simplement parce que la Terre est en activité. Il va y avoir donc du magma, il va y avoir de l'activité interne qui fait que c'est jamais statique. Et comme il y a du dynamisme, forcément, les roches vont avoir aussi un mouvement, vont avoir aussi des changements de température, de densité, tout ça, ce qui fait que ça va bouger. Donc, le fait que la surface de la Terre soit en mouvement, du fait de l'activité interne de notre planète, eh bien, il va y avoir des cassures au niveau de la surface, et il va y avoir des plaques qui vont se déplacer tout au long de la surface en fonction des équilibres entre elles et en fonction de ce qui se passe dans le sous-sol. Vous voyez qu'ici, on a quand même un sacré paquet de plaques. Il y a des plaques qui sont plus grandes que d'autres, et comme nous le fait préciser Chap, le volume de la Terre est constant, la croûte se crée aux rides et se recycle aux zones de subduction. On en vient justement à ça. Donc vous avez la zone, par exemple, la plaque eurasienne, vous avez la plaque africaine, vous avez la plaque nord-américaine, sud-américaine, etc., etc. Donc on ne va pas aller dans le détail de qu'est-ce qui fait qu'une plaque a un certain dynamisme. Ça va aller un petit peu trop loin et je vous encourage à aller voir justement Chap, qui va en parler beaucoup mieux que moi, notamment en termes de composition des minéraux. Nous ici, on va juste s'intéresser à un endroit, qui est cette partie-là, là, vous voyez. Donc, dans la zone Caraïbe, qu'est-ce que veut dire les zones rouges, vertes et bleues? Eh bien, dans cet ouvrage, que je vous mettrai évidemment en description, il s'agit de la dynamique au niveau des frontières entre les différentes plaques. Parce que comme l'a dit Chap, effectivement, ces plaques sont en mouvement perpétuel. Il y a certaines plaques qui vont bouger, par exemple, de 2 cm par an. Ça dépend, c'est très très variable en fonction de l'activité qui est présente. Et il va y avoir une création de plaques, donc de surface océanique ou terrestre, au niveau des zones, des rides, ici, que vous voyez en rouge. C'est des zones où les plaques s'écartent entre elles. Donc il y a de l'activité magmatique qui fait monter du matériel, qui vient ensuite s'ajouter à la plaque qui grandit petit à petit. Et le deuxième phénomène dont je vais parler ici, il y en a d'autres, mais je ne vais parler que de 2 actuellement,
qui est donc la subduction. Eh bien, c'est tout simplement une plaque qui va aller en dessous d'une autre. Parce qu'elle est plus dense que l'autre. Donc, plutôt que quand elles vont se taper les unes sur les autres comme ça, eh bien, plutôt que de monter, ce qui est possible pour créer du relief, eh bien, il va y avoir une zone où une va plonger sous l'autre et venir justement se disparaître en dessous petit à petit. Alors, au cours des dizaines et centaines de millions d'années, la croûte océanique refroidit, donc devient plus dense, effectivement, puisque plus c'est chaud, moins c'est dense, en général. Les dépôts marins, donc squelettes de plancton, récifs, précipitations calcaires, s'accumulent, formant des épaississements de la croûte. Et lorsque la plaque devient trop lourde, la croûte peut casser, et avec le mouvement des plaques, cela crée une subduction. Donc en gros, avec l'histoire de notre plaque, plus il va y avoir de création de matière, avec justement l'activité biologique, l'activité aussi sédimentaire, le fait qu'elles se refroidissent, donc qu'elles deviennent moins denses, eh bien à un moment ça va casser, et toujours avec les histoires de densité et de mouvement entre les différentes plaques, il va y avoir une plaque qui va passer sous l'autre. Et vous voyez, c'est ce qui se passe ici, donc entre la plaque nord-américaine et la plaque sud-américaine, et la petite plaque caribéenne. Et donc, vous voyez, les mouvements entre les deux font qu'il y a un passage des deux plaques américaines en dessous de la plaque caribéenne. À cet endroit, il va y avoir un volcanisme assez important qui va se faire. On va aller voir un petit peu plus en détail tout ça. On va prendre une autre carte qui est une carte bathymétrique. Bathymétrie, donc la mesure de la profondeur, tout simplement. Donc, c'est une carte qui a été colorée. Et plus c'est bleu foncé, plus c'est profond. Et plus c'est vert foncé et marron, plus c'est élevé au niveau terrestre. Et ce que vous avez ici en bleu clair, ce sont des zones du talus continental qui sont donc des zones avec beaucoup de sédiments qui proviennent de quoi, à votre avis? C'est l'Amazone, c'est les rivières. Tout simplement, les rivières apportent beaucoup de sédiments. Ça apporte beaucoup de sédiments dans l'eau. Et plus la rivière est élevée, plus son delta va être imposant. Et plus la zone d'embranchement, justement, de là où le sédiment va s'apporter, va être élevée, forcément. Parce que si la rivière a une forte débit, bah forcément, elle va apporter aussi beaucoup de sédiments. Et ces sédiments vont se retrouver dans l'eau. Et former justement ces talus continentaux que vous voyez là. Et comme le disait aussi Chap, l'érosion de la croûte et des continents va aussi avoir un lien très important avec tout ça. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que, si vous vous souvenez, Sea of Sea se trouve par ici. Vous voyez? Donc vous voyez qu'il y a ici un arc, des îles qui ont été placées en arc, tout au long de ce qui pourrait ressembler, finalement, à la limite de la zone Caraïbe. C'est amusant, tous les volcans actifs dans les Caraïbes sont dans la partie est des îles. Pourtant, la fosse la plus profonde est au large de Porto Rico, effectivement, comme on le voit ici. Et vous voyez, Chap le dit très très bien, il y a des volcans ici. Enfin, il y a eu aussi. C'est une zone volcanique très intense. Et c'est là où on va se poser la question, comment sont formées les îles? Chap, tu me diras si cette infographie est fausse, mais je pense, d'après les sources que j'ai obtenues, elle est relativement vraie quand même. On peut définir en 6 types les îles qui sont créées, que nous avons recensées à la surface de la planète. Nous avons les îles continentales, qui sont finalement des parties non submergées de la croûte continentale, donc vraiment d'un continent, qui a été entouré d'eau. Donc, qui a été entouré d'eau de plusieurs façons. C'est tout simplement parce que le niveau de l'eau a augmenté, ce qui fait que ça a entouré des régions qui étaient avant au sec. Donc, ça a immergé des régions et ça fait en sorte que les régions qui étaient plus hautes se sont trouvées isolées. Ça peut être aussi des glissements de terrain. Il peut y avoir de l'activité qui fait qu'à un moment, des parties du continent vont se retrouver isolées et entourées d'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des îles continentales. Alors, comme la montée des eaux a fait que la mer de la Manche s'est créée permettant d'avoir l'Angleterre. Oui, effectivement. Effectivement, et tu fais bien de le dire, parce que quand on a justement des îles qui se forment, bah, il faut regarder aussi c'est quoi la topologie qu'il y a au niveau sous-marin, parce que ça peut aussi nous renseigner quand il y avait un niveau de l'eau qui était plus bas, dans le passé, eh bien, est-ce que la topographie était la même? La réponse est probablement non. Vous avez des îles océaniques, ici, qui sont des morceaux de terre qui ont été créés à partir du fond marin par de l'activité volcanique ou de l'activité sismique. Ça veut dire qu'il n'y avait avant rien, et il y a eu création de terre à cet endroit-là. Gardez bien ça en tête. Vous avez les îles coralliennes qui, elles, sont formées par l'activité biologique, les coraux et les débris organiques qui s'accumulent petit à petit et qui font qu'à un moment, bah, ça va se trouver en dehors de l'eau et il va y avoir justement une création d'une île. Et ça, c'est activité biogénique, donc à partir de la biologie. Est-ce que ça signifie qu'à une époque, l'île était sous le niveau de la mer, favorisant la croissance des coraux?
Je pense que oui, parce que les coraux ne peuvent pas survivre hors de l'eau et ils ont besoin de conditions très très particulières pour croître. Donc les îles coralliennes étaient forcément à une époque submergées. Et après, en fonction de différents paramètres, elles sont devenues émergées. Nous avons aussi des barrières. Donc les îles de barrières, ici, ce sont vraiment des langues de sable ou de sédiments qui vont être créées avec le mouvement justement de l'eau, l'apport sédimentaire qui va faire qu'à un moment, il va y avoir une accumulation de sable. Ça va faire une bande, ça va faire quelque chose qui va se sortir de la surface et créer une île sédimentaire. Donc ces barrières-là, ce sont des choses qu'on va trouver au niveau du littoral, au niveau des rivières, souvent. On en a beaucoup ici au Québec, des barrières comme ça, des flèches littorales. Mais aussi on peut en trouver au niveau des lagons. 5e, c'est les îles tidales, donc en lien avec les marées, où en fait ce sont des îles qui ne sont des îles qu'à marée haute. Et donc la dernière île est une île artificielle, donc qui provient de l'activité humaine, l'activité anthropique. C'est ce que vous avez par exemple avec l'île de Palmyra au Qatar, et qui justement est faite par une accumulation de sable d'origine anthropique. Donc, comme l'a teasé effectivement Chap, il y a une de ces îles qui va nous intéresser beaucoup plus ici que les autres, ce sont les îles océaniques. Donc si j'ai bien compris, une île océanique est composée uniquement de lithosphère océanique. Ah, et bien là c'est intéressant ce que tu dis. Parce que là tu vas parler de lithosphère, donc lithosphère qui étant effectivement une partie, un niveau de la croûte terrestre. Alors, pour simplifier, parce qu'on va pas aller dans le détail justement de la composition minéralogique, on va beaucoup trouver, et tu me diras si je me trompe Chap, normalement les îles océaniques sont souvent constituées entre autres de basalte, le basalte étant une roche qui constitue la lithosphère océanique en partie. Il me semble que le granit, c'est le continental, et le basalte, c'est l'océanique. Oui, pour simplifier, let's go. J'ai raison. On va s'intéresser à ce type d'île, puisque vous avez ici donc une partie qui est activement volcanique. Alors pour une île océanique, tu peux trouver toutes les compositions de magma, donc des roches magmatiques, type basalte, andésite, dacite et rhyolite. La partie principale est effectivement souvent le basalte. Et les îles qui sont créées par le mouvement des plaques tectoniques, elles sont continentales aussi. Ça dépend de quelle frontière on va parler. Parce que si vous êtes au niveau d'une frontière entre deux plaques continentales, eh bien les îles, s'il y a de l'eau autour, vont être de la lithosphère continentale. Évidemment. Sauf qu'a priori, ce ne seront pas des îles, mais surtout des montagnes qui vont se passer. C'est ce qui se passe par exemple ici, où il y a création de montagnes avec du relief à ce niveau-là. Mais, dans le cas des océans, et bien là, on va ici dans cette partie. Donc si on regarde une autre carte, que je trouve assez rigolote, qui présente un petit peu le mouvement entre la plaque nord-américaine et la plaque caribéenne. Et ce que vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en plus la bathymétrie, donc c'est-à-dire que plus c'est bleu, plus c'est profond, et plus c'est vert, moins c'est profond. Donc vous avez ici une partie, toute une partie en gris, qui est une partie qui est submergée, qui est moins profonde que ce qu'on a en bleu. Et vous voyez qu'il y a ici toute une accumulation de sédiments, une accumulation de roches, de sable, de matériel géologique, qui fait que on se sent bien qu'il y a eu ici quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on rappelle qu'il y en est ici normalement entre deux plaques, la plaque caribéenne et la plaque nord-américaine. Donc puisqu'on est à une zone où il y a une convergence entre deux plaques, donc ici on rappelle une subduction, c'est ce que veut dire ces petites flèches-là, ça c'est une norme géologique pour dire qu'il y a une plaque qui va sous une autre, subduction, eh bien on va regarder ce petit graphique qui nous montre tout simplement l'effet d'une subduction. Donc vous avez ici une croûte océanique, ici, et vous avez une autre croûte océanique. Donc schématiquement, ici c'est la croûte de la plaque nord-américaine ou sud-américaine, et ici c'est la croûte océanique de la plaque caribéenne. Vous voyez ? Donc de cette façon, vous avez une petite schématisation de la chose. Vous avez une subduction qui se passe ici, donc il y a un passage d'une plaque en dessous d'une autre qui forme justement un relief particulier avec une tranchée à ce niveau-là. Alors pour la lithosphère océanique, les roches sont principalement des gabbros et des basaltes. D'un point de vue composition, les basaltes sont issus de magma ayant perdu leur gaz. Tandis que pour les gabbros, le magma a refroidi sans perdre ses gaz. Ce qui veut dire que ce sont des roches qui sont plus poreuses. Si la profondeur est supérieure à 10 km, ce sont des gabbros uniquement. Lithosphère égale croûte plus partie haute du manteau. La couleur verte sur l'image. Effectivement, il va se passer ici quelque chose qui fait que, effectivement, la subduction provoque une création de magma, et parce que et le coin du manteau piégé entre les deux croûtes qui font donc ce que vous avez ici. Et donc cette partie-là va créer du magma, donc de la roche en fusion, qui a une densité et une fluidité différentes de ce qui l'entoure, et qui, par effet d'équilibre, finalement, entre les différentes plaques, va remonter vers la surface et faire du volcanisme.
Et c'est ça que vous allez avoir au niveau de la surface qui va nous intéresser. Parce que la remontée de magma, c'est-à-dire la remontée de matériel minéral en surface, va venir se mettre en haut, créer des éruptions, donc de différentes façons, bien sûr. Et ce matériel va refroidir en contact de l'eau et de l'atmosphère. En refroidissant, il va y avoir des nouvelles roches, et c'est ça qui va former des îles. Et de cette façon-là, on va avoir une formation d'îles qu'on appelle des îles volcaniques, un arc volcanique. Et vous voyez bien un arc, vous voyez bien la structure d'un arc, et bien finalement c'est ce qui se passe ici, vous avez comme une sorte de bande comme ça qui suit toute la limite de la zone de subduction, parce qu'il y a eu remontée de magma tout le long de cette limite-là, petit à petit vers le haut, qui s'est ensuite refroidi pour former des îles successives les unes sur les autres. Alors vous allez me dire, mais c'est bien gentil ton truc Gwel, mais donc ça explique un petit peu ces îles-là, hein, on va dire, surtout au niveau de l'Est, mais tout ça par exemple, eh ben, sachez par exemple que Cuba, ça n'a pas du tout la même formation géologique qu'une île océanique de cette façon. C'est que ce sont des îles qui ont été créées par le mouvement justement entre différentes plaques au niveau de la croûte continentale et pas du tout au niveau de la croûte océanique. Très très différent. Parce que si vous vous souvenez, ici au niveau de Cuba, on est sur la plaque nord-américaine. On n'est pas du tout sur la plaque Caraïbe. On a créé des arcs, donc ça c'est bien gentil tout ça. Donc on a une petite compréhension de comment se sont formées ces îles-là. Bon, très bien. Mais qu'en est-il de nos îles sur Sea of Seas? Parce que si on part du principe qu'on est toujours ici, bah ici on est au plein milieu d'une plaque, en fait. Si vous regardez, on est là. Pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de volcanisme à cet endroit. Ou en tout cas, volcanisme, il n'y a pas vraiment de subduction. Il n'y a pas forcément quelque chose qui se passerait de la même façon que ce que je viens de décrire. Vous voyez? Donc, mon postulat, et on va en venir un petit peu après, c'est que les îles de Sea of Seas, si on part du principe qu'elles existent, donc si on part du principe qu'il y a un archipel, donc un ensemble d'îles dans cette région-là, eh bien ce seraient des îles qui auraient été formées par un autre phénomène que celui de la subduction, donc la création d'îles de cette façon-là. Il y a plein de choses que j'ai pas dit sciemment sur justement la façon dont les îles peuvent se créer. Il y a quand même beaucoup de phénomènes qui peuvent parler de ça. Mais sachez que quand on parle d'activité sismique et d'activité volcanique, on parle pas que des zones de subduction. Parce qu'effectivement, une zone de subduction va apporter du matériel magmatique au niveau de la surface pour créer des îles, comme j'ai pu vous le montrer. Mais il n'y a pas que ça qui peut créer une remontée de magma. Il y a aussi ce qu'on appelle le volcanisme de point chaud. Je vais vous montrer une petite image pour vous présenter ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, imaginez que vous êtes au milieu d'une plaque océanique. Il n'y a rien. Vous êtes au milieu dans une zone qui est relativement stable. Donc pas de séisme, pas de volcanisme, tout ça. Il y avait une petite précision de Chappe qui disait que la distance entre l'arc volcanique et la tranche de la zone de subduction n'est pas toujours la même. Cela dépend de l'angle de plongée de la subduction, qui est entre autres contrôlé par la vitesse et l'âge de la croûte subductée. Il va falloir définir ce que tu entends par séisme. Effectivement, pour moi, un séisme, ce serait un événement géologique qui est produit par le mouvement des plaques tectoniques, entre elles, que ce soit entre elles ou au sein d'une plaque tectonique, où il va justement une cassure et donc une diffusion d'énergie dans le milieu à partir d'un événement ponctuel, qui est plus ou moins fort. Alors toute fracturation de la roche peut être vue comme un séisme. Un magma en remontant dans la croûte crée de la petite fracturation, donc de très petits séismes. Oui, bien sûr, c'est sûr. Parce que là, moi j'avais en tête le séisme de haute magnitude. C'est vrai qu'il y a des séismes tous les jours. Moi, c'est le point chaud qui m'intéresse, parce que avec ce type de volcanisme-là, on a la possibilité de créer des îles, même en plein milieu d'une plaque tectonique. Et j'en veux pour preuve que si vous regardez l'archipel de Hawaï, eh bien, vous allez remarquer une succession d'îles, alors qu'il n'y a pas de zone qui créerait un arc volcanique comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas du tout cette configuration-là. On est vraiment en plein milieu d'une plaque et il se crée quelque chose à cet endroit-là. Eh bien, le volcanisme de point chaud, ça s'explique justement sur le fait qu'il y a une remontée de magma en plein milieu de la plaque qui va venir faire comme une sorte de petite... comme un point. Ça va venir justement se monter à la surface et apporter du matériel magmatique à la surface pour créer des îles. Et le fait que votre point chaud se trouve en profondeur, vous allez quand même avoir la plaque qui va bouger au-dessus de lui. Elle va bouger dans un certain sens. C'est ici ce qui est présenté avec Motion of Pacific Plate. Donc c'est le déplacement de la plaque pacifique qui va se déplacer au-dessus du point chaud, parce qu'on rappelle
que ce phénomène se passe au niveau du manteau, ici, donc en profondeur. Donc vous allez avoir toute la plaque ici qui va se déplacer au-dessus de ce point chaud. Et le fait que ça se déplace par-dessus, bah, le point chaud est toujours actif. Il va continuer à faire monter son matériel. Pas de la même façon, pas toujours avec la même fréquence, mais quand même il va pouvoir bouger et faire en sorte que le matériel avance toujours. Ce qui fait que quand vous avancez avec votre plaque, eh bien vous allez avoir des montées de magma et ça va faire comme un petit poinçonneur comme ça. Et c'est pour ça que vous avez ce genre de structure à la surface. Vous avez des îles qui sont regroupées quand même relativement proches, alors qu'il n'y a pas de zone qui créerait un arc d'île. Et là c'est ça, on ne parle pas d'arc volcanique ou d'arc d'île, mais vraiment des volcanismes de points chauds. Parce qu'on est complètement indépendant du phénomène de subduction. Je pense que c'est le mécanisme qui va venir nous intéresser dans Sea of Thieves. Donc en gros, vous avez des îles volcaniques, parce qu'elles sont créées à partir de volcans, qui sont formées par la remontée de magma, avec le fait que la plaque bouge et qu'elle vienne justement faire des petites îles qui vont dans le même mouvement que la plaque tectonique. Vous allez voir justement cette partie-là, c'est ça qu'on va du coup caractérisé comme un volcanisme de point chaud. Et ce type de volcanisme-là est quelque chose qui a été décrit notamment dans la plaque Pacifique, parce qu'ici dans la Polynésie, en Polynésie, donc même pour l'archipel de Hawaï, et ben c'est le phénomène qui a été proposé pour expliquer la formation de ces îles-là, alors qu'il ne devrait pas y en avoir ici parce qu'on est en plein milieu d'une plaque et qu'il n'y a pas de volcanisme actif tel la subduction. Mon hypothèse, c'est que d'après la localisation de Sea of Thieves, il ne devrait pas y avoir d'île ici. Et si on compare avec les Bermudes, vous allez me dire, oui, sauf que les Bermudes, ce sont des îles coralliennes. Ce sont des îles qui ont été formées à partir d'accumulation de corail. Donc c'est pas la même chose. Donc, mon hypothèse actuelle est que les îles de Sea of Thieves sont des îles volcaniques qui ont été créées à partir du volcanisme de point chaud. Et vous allez me dire, mon petit Gouel, c'est bien gentil, mais de ce que tu nous as montré sur Sea of Thieves, et on va revenir sur Sea of Thieves, parce que je vous ai terminé la présentation que je voulais vous faire, eh bien, une fois que j'aurai retiré l'eau de mon bateau, hop, vous allez me dire, mais ce que vous voyez ici, ce sont des îles, mais il n'y a pas vraiment de volcans. Je veux dire, les volcans sont inactifs. Eh bien, nous allons voir ça. Parce que là, ce que je vous montre ici, c'est une zone qui est effectivement écologiquement riche, mais qui est volcaniquement morte, simplement. Mais parce que si on prend la logique du volcanisme, une fois que l'île est créée, eh bien le volcan peut devenir éteint, et auquel cas, avec le temps, eh bien cette île, qui est en plus avec des sédiments qui sont d'origine magmatique, qui sont très intéressants pour la biologie, eh bien il va y avoir formation de vie sur cette île, colonisation d'espèces de partout, et ça va faire justement un bel écosystème comme nous voyons ici, avec des serpents, des squelettes, bref, toute une faune et une flore ma foi diversifiée. Hein. Mais nous en reviendrons un petit peu plus tard là-dessus. Est-ce que cela pourrait être des îles issues d'un volcanisme provenant d'un magma issu de la ride océanique qui a été piégé dans la croûte? C'est une possibilité, mais ce que je me dis, et tu me corrigeras si je me trompe, je pense que le volcanisme de Point Chaud a la possibilité de créer des îles plus rapidement dans le temps qu'un volcanisme de ride. Ou qu'un volcanisme au niveau de l'arc de subduction comme on a vu tout à l'heure. Je me trompe peut-être. Mais pourquoi est-ce que la composante temps est intéressante là-dedans? Parce que si on revient sur SOT et on revient justement dans le lore de SOT, la majorité de la carte de Sea of Thieves est une zone qui est géologiquement stable, dans le sens où il n'y a pas de volcanisme qui est actif. Ceci étant dit, il y a une région qui est sismiquement active. Celle-là, le Devil's Roar. Et mon hypothèse serait que il y a un mouvement de la plaque de l'est vers l'ouest et que cette zone du Devil's Roar serait au-dessus du point chaud pour former justement ces îles. Alors un point chaud qui serait diffus dans l'espace. Et le déplacement de la plaque aurait fait que ces îles-là sont des îles qui ont aussi été créées par le point chaud, mais dans le passé, et que le volcanisme est devenu moins intense et qui est devenu justement inactif après avoir été créé sur ces îles. C'est mon hypothèse. C'est l'hypothèse à laquelle je pense, qui expliquerait un petit peu pourquoi est-ce qu'on a une région qui est sismiquement active et une autre qui ne serait pas active. Enfin, sismiquement, j'entends. Volcaniquement active.
Je vous propose, on va faire une petite virée dans cette région, qui est ma foi, à mon avis, très jolie. Hein? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors c'est une bonne hypothèse, un peu comme les îles au nord de Hawaï qui se sont dispersées en ligne vers le nord du Pacifique. C'est exactement mon point. Je pense vraiment qu'il y a eu un déplacement de la plaque justement de l'est vers l'ouest, qui suivrait un petit peu le déplacement qu'on a au niveau de la plaque nord atlantique. En gros, il y aurait une partie des îles, et les 3 régions principales de Sea of Thieves ont été créées donc par des volcanismes de points chauds. Ce volcanisme a pu devenir un petit peu moins intense avec le temps, faire en sorte que ces îles ne s'étendent plus et qu'elles deviennent géologiquement stables. Et à partir d'un moment, le point chaud s'est réactivé pour former justement de nouvelles îles dans le Devil's Roar. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans l'histoire de SOT, les 3 régions sont des régions qui sont colonisées depuis très longtemps. Et ça, on en parlera dans un autre live. Mais je vous demande juste de garder en tête ça. Ce sont des régions qui ont été colonisées par des civilisations il y a très longtemps. Tandis que le Devil's Roar est une région qui a été découverte récemment dans l'histoire de Sea of Thieves. Donc les civilisations ne rentrent pas en compte là-dedans, puisque d'un point de vue échelle temporelle, l'échelle d'une civilisation est bien plus courte que l'échelle de la géologie. Et du coup, la plaque, est-ce qu'elle se déplace bien vers l'ouest en vrai? Oui, je pense qu'elle se déplacerait vers l'ouest. Parce qu'en gros, tu as ici la partie est de la carte qui serait active au niveau du point chaud. Et ces îles-là qui étaient là avant se retrouvent maintenant ici par le déplacement de la plaque. Ce qui fait que ces îles sont maintenant géologiquement mortes, enfin elles sont stables, et celles-ci sont en train de se former ou vont justement se déplacer par la suite là-bas. Vous avez ici, justement, la plaque nord-américaine, et tu me dis si je me trompe, Chap, mais je crois que ça c'est un résultat qui est assez intéressant. Vous voyez que la plaque ici va vers l'ouest. Ce qui expliquerait une certaine logique dans mon hypothèse. Gardons quand même en tête que, en lien avec la direction des vents que nous avions expliqué, nous avions émis l'hypothèse qu'il y avait une inversion des conditions océanographiques quand on était passé dans Sea of Thieves. Gardons ça en tête. Et en tout cas, géologiquement, c'est ce qui pourrait se passer dans la vraie vie. On est cohérent avec les mouvements de la plaque tectonique sur laquelle se trouvent les îles de Sea of Thieves. Donc, cette hypothèse est un peu celle que je privilégie pour l'instant parce qu'elle est soutenue par plein de faits. Donc, on est d'accord. On est d'accord que nous sommes ici dans de l'extrapolation. Si on voulait vraiment tester notre hypothèse, qu'est-ce qu'on ferait d'après vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tester notre hypothèse que, historiquement, les îles créées dans Sea of Thieves sont des îles faites par du volcanisme de point chaud et que la plaque va d'une certaine direction? Chap, je suis très intéressé aussi par ton avis parce que personnellement, je ne suis pas géologue, j'ai pas vraiment d'idée sur la façon dont on pourrait infirmer ou confirmer cette hypothèse-là. Donc je me dis qu'un géologue comme toi pourrait nous donner des informations justement sur qu'est-ce que expérimentalement on pourrait faire pour essayer de regarder si cette hypothèse est vraie. Faire des analyses géochimiques et isotopiques. Alors c'est possible dans Sea of Thieves? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et oui, tu fais un point qui est important, effectivement, parce qu'en gros, tu vas t'intéresser à la composition de tes roches, tu vas essayer de les dater pour savoir, finalement, est-ce qu'une roche est plus ancienne qu'une autre, et tu vas pouvoir corréler cet âge des roches relatif entre elles avec un mouvement de la plaque. Faire de la bathymétrie, ok? Donc faire des relevés avec des radars pour faire de la bathymétrie. Regardez ça, on arrive dans le Devil's Roar, une région qui est ma foi toute sympathique, hein. Regardez ça, on est dans une région très sauvage. Et oh, un volcan. Tiens, un volcan actif. Cette île est quand même un peu différente que ce que nous avions vu sur l'autre île, n'est-ce pas? Vous voyez, la faune en particulier est différente et les roches semblent quand même identiques en termes de structure, mais on est quand même sur quelque chose qui est très différent. Et notamment, nous avons, ah tiens, quelque chose qui ressemblerait à un volcan. Et vous voyez, en plus, il y a des geysers, donc il y a quelque chose qui se passe par ici. Vous voyez, on est sur une région, nonobstant le fait qu'il y a quand même une flore importante. Il y a quand même des arbres, il y a quand même des buissons, il y a quand même des algues dans l'eau. Bon. Vous remarquez qu'il n'y a pas de faune, il y a très peu de faune, en tout cas ici. On entend des oiseaux, mais je vous mentionne ça parce que mon hypothèse, quand je vois cette zone-là,
c'est que j'ai l'impression de voir une zone qui est jeune d'un point de vue écologique. C'est-à-dire qu'elle est encore en mouvement géologique et la faune qui s'est posée dessus a profité des nutriments qui sont justement d'origine magmatique, qui sont très nutritifs pour les plantes, pour venir se poser ici et coloniser ces régions. Mais comme on le voit avec justement les geysers, vous allez peut-être voir qu'il va y avoir un petit séisme aussi qui va se mettre en place tout à l'heure, et des éruptions possibles, même si je suis sûr qu'il n'y aura pas d'éruption. L'Islande, c'est une île de quel type? Volcanique, je dirais, puisqu'il y a une forte production de magma aussi. Il y a beaucoup de volcanisme là-bas. L'activité géothermale, tout ça. L'Islande, c'est très actif de ce côté-là. Alors, Crescent High, Lagoon, les atomes d'or proviennent des magmas. Oh. Pourquoi? C'est une bonne question, ça. Pourquoi c'est une région plus jeune? Ah, voilà. Pour moi, comme on est sur encore une zone qui est volcaniquement active, pour moi, ça veut dire que les écosystèmes n'ont pas encore eu le temps de se stabiliser dans le temps. Parce que c'est une région qui est très dynamique. Donc, comme c'est une région qui est géologiquement dynamique, pour moi, il n'y a pas encore eu la possibilité d'obtenir un équilibre en termes des différentes espèces qui sont présentes. Mais ça, on y reviendra sur le live qui sera spécial pour la biologie et la faune, gna gna gna. Et une chose aussi qui me fait penser à ça, c'est que elle semble moins hospitalière et plus sauvage que les îles où nous étions déjà avant. Vous voyez? Pour moi, les Shores of Plenty, on a pas mal d'îles de type corallienne, comme Raper Cay, Lonely Isle, Sandy Shallows, etc. J'aime bien, j'aime bien. Je vois que tu as suivi, Chèche, c'est bien. En fait, c'est simple. Vous allez regarder justement au niveau de Sea of Thieves, quand vous allez avoir des rochers, alors qu'il ne devrait pas y en avoir à la surface, c'est qu'a priori, il y a une remontée de magma qui a créé ces rochers à la surface. Jusque-là, je pense qu'on peut être assez d'accord sur ce point-là. Si vous voyez du sable, si vous voyez des îles où il n'y a pas beaucoup de rochers, typiquement par exemple Twin Groves, ou comme vous disiez aussi tout à l'heure avec Sharkbait, justement, on en parlera, Olsat Atoll, eh bien ce sont des îles qui sont peut-être passées à une autre étape de la vie d'une île, avec de l'érosion, avec de l'accumulation de matériel sédimentaire, pour faire en sorte que nous avons un autre type qu'une île volcanique pure, on va dire, primaire. Même les grands pics de la taverne des loups de mer, ça aurait pu être les restes de cheminées magmatiques dépouillées par l'érosion, mais les rochers semblent pas d'origine volcanique. Je pense qu'ils sont d'origine volcanique, mon cher. Je pense que les développeurs étaient obligés aussi d'apporter une petite patte graphique à cette région-là qui est très inhospitalière. Je tiens encore à dire que c'est selon mon hypothèse. Si on part du principe que les îles majeures de Sea of Thieves sont issues d'un volcanisme de point chaud, et que ce volcanisme est actuellement actif pour former les îles du Devil's Roar, qui seraient donc géologiquement plus jeunes, et là je parle en termes géologiques, pas en termes historiques de l'histoire humaine, hein, parce que c'est vraiment deux échelles de temps très différentes. Ah tiens, il y a un séisme. Un petit séisme là, vous savez quoi? Je vais aller m'asseoir sur mon tabouret. Je vais me mettre là. Je suis sûr qu'il va vraiment pas y avoir de problème. Vous voyez? Je suis bien là sur mon petit tabouret. Donc, si on part du principe que ça vient d'un volcanisme de point chaud et que ce volcanisme est actuellement actif ici, on peut partir du principe que la composition des roches des îles de Sea of Thieves est uniforme. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait une couleur qui serait différente ici que dans les autres régions? Plusieurs hypothèses. La première étant tout simplement que d'un point de vue game design, les développeurs ont voulu rendre cette région plus spooky. Une autre hypothèse serait que ce sont des roches ici qui sont jeunes et que les autres roches des autres îles ont subi de l'érosion, ont subi l'effet des courants, de la météo, etc. Et qu'il y a eu quand même une modification de la surface des roches. J'aime pas ce que j'entends. J'aime pas du tout ce que j'entends. Ah! OMG! OMG! This is fine! Tout va bien, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, bien sûr, bien sûr. Oh bah, regardez. Il y a un petit peu de feu chez moi aussi. Vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, ça c'est peut-être pour ma gueule. Oh, ratio. Chais. Tu m'auras pas, espèce de nulos. Hop là. Moi je suis très serein. Je vous assure. Je vous assure. Il ne se passe rien ici. Ah, c'est vraiment le This is fine là. Hein. Là je suis vraiment en mode This is fine. Ah je suis bien.
Ah, je suis bien. Ah. Ah. Non mais t'inquiète, hein. Vraiment. T'inquiète, il y a vraiment pas de problème. Ça brûle, capitaine. Non, non. Regardez, moi, devant moi, ça brûle. Ah. Revenons à nos moutons. Donc, je vous ai fait l'hypothèse que nous avons une activité géologique dans CFC qui serait due à un volcanisme de point chaud et que la plupart des îles ont été créées par ce volcanisme avec une plaque qui va vers l'ouest, créant ainsi des îles qui sont plus anciennes à l'ouest et les îles les plus récentes géologiquement à l'est. On a une région qui est très active dans l'aurore, qui fait que effectivement il y a encore des éruptions volcaniques, comme vous avez pu voir. On peut partir du principe que la composition des roches est la même. Donc ce qui ferait qu'on a une couleur des roches différentes pourrait être justement le devenir de ces roches qui serait un petit peu justement différent avec le temps passé à la surface des océans. Donc, pour nous, ça pourrait expliquer du coup la présence de ces îles de type rocheuse justement dans Sea of Thieves. Avant de nous quitter, nous allons aller visiter des îles qui ont un devenir un petit peu différent dans Sea of Thieves. Et notamment, j'aimerais aller à Sharkbait Cove, qui est une île un petit peu différente. Parce que vous avez pu voir, notamment sur Sunken Grove, tout à l'heure, où on était une île, où il y avait justement un effondrement du cratère qui a mené à la formation de cette île. Donc, notre ami Chap nous a parlé effectivement de la caldeira, le fait qu'effectivement, il puisse y avoir un effondrement de la chambre magmatique au moment de l'éruption, qui fait justement une sorte de cercle comme ça, avec un enfoncement au centre. Mais il peut y avoir aussi d'autres types d'îles sur Sea of Thieves, et notamment des îles qui ont connu un destin avec justement la géologie qui est passée par là, l'accumulation de sable, l'accumulation de matériel calcaire par exemple avec les coraux. Et c'est ce qu'on va aller voir justement aussi. On a aussi un type d'île assez particulier qu'on appelle des atolls. Des atolls qui sont des anciennes îles océaniques. Vous voyez là on a quand même une belle diversité d'îles sur Sea of Thieves. Sur le fait que, regardez, on a des îles qui sont aussi très... avec beaucoup de roches. Et ce serait intéressant de savoir si est-ce que le niveau d'eau a augmenté ou diminué dans Sea of Thieves avec le temps. Parce que si ça se trouve, tous les rochers qu'on voit un peu partout, si ça se trouve, c'était peut-être d'autres des affleurements rocheux qui étaient à la surface, qui étaient connectés aux autres îles. Peut-être. Vous voyez, on a quand même d'autres formations. On a celle-là, par exemple, aussi l'île, qui est une de mes îles préférées, qui est l'île de l'Arène, la taverne des Nunmer Splendides, qui est un affleurement qui est le plus haut point de Sea of Thieves, avec Tribute Peak, il me semble. Je sais plus lequel des deux est le plus haut. Mais c'est un endroit qui est magnifique, et effectivement, je pense que tous ces rochers-là sont arrivés par du point chaud, mais que, effectivement, des choses se sont passées. Ah mais attendez, non, en fait, encore mieux, on va terminer ici. Chap, je sais pas si t'es encore avec nous, mais dans les îles de tout à l'heure, on a vu des cristaux rouges. On a vu des cristaux rouges orangés qui étaient présents le long, justement, des îles du Rohr seulement, donc les îles des régions volcaniques. Est-ce que tu serais au courant d'un type de gemme, un type de cristal qui serait justement formé à partir du volcanisme et qui aurait cette couleur un petit peu orangée, un peu justement rougeâtre et très joli, très lumineux. Lumineux, ça c'est en termes de game design bien sûr. Mais je me demandais, est-ce que en termes de cristallisation de gemme, tu aurais une idée en tête? Vous voyez, typiquement, on parlait tout à l'heure de variété d'îles. Et vous voyez que cette île-là est quand même très 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 différente des autres qu'on avait plus tôt. Cette île-là est une île qui est beaucoup plus plate, avec beaucoup de sable, et quand même un peu moins de rochers. Donc, on peut se poser la question, d'où vient cette île? Et c'est là où ça va être intéressant d'aller faire des tests, justement. Une île ici qui semblerait peut-être une île plus corallienne, qui provient justement de l'accumulation de matériel, justement de sable, de biologie, de coraux, de choses comme ça. Parce qu'elle est plus plate, justement elle est moins rocheuse aussi. Et en plus ici il y a des coraux. Donc ça soutient notre hypothèse. Alors le soufre natif, liquide, à plus de 150 degrés, a une teinte orangée jaune poussin lorsqu'il refroidit et cristallise rapidement. Donc ça ce serait alors attention parce qu'on parle de soufre, mais le soufre est un élément qui peut être relié à d'autres éléments pour former d'autres cristaux. Tu sais quand ça se cristallise, il n'y a pas que du soufre. Ça ressemble à la calcite ou la cérusite. Oh, tu t'y connais, monsieur Bibil? Je suis intéressé.
La calcite ou cérusite? Laisse-moi aller voir ça sur internet. Oh, cérusite peut-être un peu moins. Le gaz à la gypse rouge, ouais. Le gaz SO2 est le deuxième gaz le plus important s'échappant des magmas. Ok. Ok, intéressant. Parce que moi j'étais tombé sur un truc. Hop. J'étais tombé sur un type de roche qu'on appellerait l'héliolite. Sunstone en anglais. Qui... alors je suis sur Wikipédia, je vous rappelle, je fais encore les salutations d'usage en disant que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas l'encyclopédie où tout le savoir est vrai, il faut faire de la vérification de sources, évidemment. Mais dans le cadre de l'exercice, c'est un bon début pour commencer la réflexion. Après, les minéraux rouges, il y en a beaucoup, mais se formant à partir de magma, je ne vois pas ce qui serait. Ok. Donc, a priori, c'est une roche que nous ne connaissons pas encore, dans l'univers de Sea of Thieves en tout cas. C'est une roche qui n'aurait pas forcément d'équivalent sur ce qu'on connaît actuellement. Vous voyez, j'étais tombé sur l'héliolite, pierre du soleil ou sunstone, est une variété d'oligoclase. Si tu pourrais nous en parler. Oligoclase, une minérale de la classe des silicates. Bon. Elle doit son nom au minéralogiste Jean-Claude Dalaméteri en 1801. Son scintillement pailleté rappelant le scintillement du soleil. Ce pailletage orangé, parfois irisé vert ou bleu, est dû à des cristaux d'hématite ou de goétite sur lesquels se réfléchit la lumière. On la trouve dans des roches métamorphiques et ignées. Donc ce sont des roches qui sont d'origine magmatique, mais à quel moment la cristallisation a lieu, j'en sais rien. Du Canada, des États-Unis, de l'Inde, la Norvège et de la Russie. C'est très joli. Les minéraux verts ou blancs ou noirs seraient plus courants. Effectivement. Donc on pourrait partir du principe que cette roche n'est pas une roche que nous connaissons particulièrement dans la réalité véritable, et que si ça se trouve, nous sommes tombés sur un nouveau type de cristal dans Sea of Thieves, il faudrait aller décrire. Alors c'est issu du granit, donc en contexte de collision avec formation de montagne. Ah, donc pas ici. Mais en fait la cornaline. Oh, cornaline, c'est joli ça. Pierre rangée de chance et d'abondance. Alors d'où vient-elle? C'est joli. Très jolie pierre en tout cas. C'est formé dans un contexte volcanique. La cornaline, qui tire son nom du latin cornu, qui signifie corne, est une variété de calcédoine. Calcédoine est un minéral ou une roche composée de cristallites de quartz, dont la taille est comprise entre 50 et 100 nanomètres. Il s'agit d'une phase de la silice. Elle peut être uniquement composée de quartz. Ah, intéressant, intéressant. On n'a pas forcément d'informations sur comment elle se formerait. Mais en tout cas, c'est une roche qui est tout à fait jolie, ma foi. Alors à la fin du refroidissement de granit, des fluides aqueux riches en silice vont remonter dans les roches vers la surface. Et c'est ça qui cristallise. Oh. Is a brownish red, donc c'est brun rouge, utilisé comme une pierre semi-précieuse. Ok, ok. Alors là, ce sont des variétés de silice, calcédoine du coup, colorées avec des impuretés de iron oxide, d'oxyde de fer. Non, ils nous disent pas d'où ça viendrait. C'est tout un contexte continental, préférentiellement en contexte de collision. Ok, donc a priori, comme on n'est pas en contexte continental, c'est peu probable. Ok, donc de ce que je comprends, la cristallisation des pierres que nous voyons dans Sea of Thieves ne serait pas forcément très connue, en tout cas, ne s'expliquerait pas vraiment avec ce qu'on connaît justement de la région et des pierres que nous connaissons, parce qu'a priori, les pierres que nous avons vues ne se forment pas dans le contexte des îles que nous voyons ici. Alors, du coup, deux questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de ces roches-là dans les îles plus récentes, on va dire, de Sea of Thieves? Alors, la difficulté, c'est que les noms que l'on a vus sont des noms issus de la gémologie. Ah oui, ces noms sont très différents des noms donnés en minéraux en géologie. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, déjà, avant que je conclue tout ça, justement? N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser dans le chat ou même en commentaire de la vidéo qui va sortir de tout ça, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça, pour apprendre tous ensemble. Parce que, disclaimer, bien sûr, je ne suis ici pas géologue. Je ne suis pas géologue, je n'ai pas un doctorat en géologie, j'ai un doctorat en écologie. Donc, il y a des choses que j'ai dû expliquer aussi en simplifiant, pour pouvoir faire en sorte que le concept soit compris plutôt que tous les aspects de la chose. Et si vous voulez aller plus en détail, il va falloir que vous lisiez des sources plus définies ou qu'on en parle dans les commentaires. En tout cas,
Écoutez, déjà, je vais remercier un énorme merci à Chap Reneuil, qui a été avec nous pendant cette émission. Un gros bravo à toi. Merci énormément. Parce que tu as vraiment apporté une dimension d'expert, justement, sur ce live qui était vraiment très très bienvenu. Et je pense qu'on a apporté vraiment une nouvelle, une profondeur à ce live qui a été absolument très apprécié et très nécessaire. Je te remercie énormément. Merci beaucoup.